Dans la chaleur étouffante du désert mésopotamien, au printemps de 53 avant J.C., 7 légions romaines marchaient vers l'est, avec la confiance d'hommes qui avaient conquis le monde connu. Le commandant Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes d'État les plus riches et les plus ambitieux de Rome, menait près de 40 000 soldats plus profondément en territoire parthe. C'étaient les meilleures infanteries lourdes que le monde antique ait jamais vues, entraînées à l'efficacité impitoyable du glaive, armées de bronze et de fer, organisées en formations qui avaient brisé tous les ennemis de l'Ibérie à la Gaule. Les nuages de poussière s'élevant de leurs colonnes ordonnées devaient sembler aux Romains eux-mêmes l'avancée inévitable de la civilisation sur la barbarie. Pourtant, en quelques jours, sur les plaines brûlées par le soleil près de la ville de Kars, quelque chose allait se produire qui briserait la doctrine militaire romaine et forcerait une transformation qui résonnerait pendant les 5 siècles suivants de l'histoire impériale. Dans ce documentaire, vous découvrirez une vérité qui remet en question une idée fausse persistante de l'histoire. Les Romains n'ont pas refusé d'utiliser des archers. Au contraire, ce qui se déroule devant nous est une histoire bien plus fascinante d'évolution militaire, de transformation culturelle et de pragmatisme impérial. Vous apprendrez pourquoi la culture militaire romaine primitive a initialement marginalisé le tir à l'arc, le considérant comme périphérique à la doctrine de l'infanterie lourde qui avait conquis le monde méditerranéen. Nous révélerons la défaite catastrophique qui a exposé des vulnérabilités fatales dans les tactiques romaines et a forcé une révision radicale de la guerre. Vous verrez comment l'empereur Auguste a construit les forces d'archers les plus diverses que le monde antique ait jamais connues, recrutant de la Syrie à la Thrace, de l'Anatolie à la Crète lointaine. Nous explorerons les tactiques sophistiquées d'armes combinées qui ont intégré ces spécialistes étrangers dans les plans de bataille romains, et retracerons l'évolution séculaire qui a finalement transformé Rome d'une république obsédée par l'infanterie en un empire byzantin dominé par la cavalerie où le tir à l'arc est devenu l'arme de guerre principale. Ce n'est pas une histoire de refus, mais d'adaptation. Pas un conte de rigidité culturelle, mais de génie pragmatique. Bientôt, nous découvrirons comment les plus grandes défaites de Rome sont devenues le catalyseur de ses innovations militaires les plus profondes. La question qui se pose à nous exige un examen attentif. Comment un empire qui a d'abord dédaigné le tir à l'arc comme une spécialité étrangère est-il finalement devenu une civilisation où les archers montés formaient l'épine dorsale de ses armées? Quelles forces ont motivé cette transformation? Derrière cette évolution se cache une interaction complexe de valeurs culturelles, de nécessités militaires, d'adaptation technologique et du pragmatisme implacable qui caractérisait l'art de gouverner romain dans sa plus belle expression. Dans l'exploration qui suit, nous voyagerons de la culture de la compétition de la République primitive à travers le choc de Carès jusqu'à la machine militaire sophistiquée de l'ère byzantine. Nous remettrons en question les hypothèses, révélerons des liens cachés et découvrirons ce que cette transformation nous dit sur la manière dont les civilisations prospèrent s'adaptent pour survivre. Les réponses pourraient vous surprendre. Pour comprendre pourquoi le tir à l'arc occupait un rôle si marginal dans la guerre romaine primitive, nous devons d'abord comprendre le fondement culturel sur lequel l'identité militaire romaine a été construite. Au cœur de la Rome républicaine se trouvait le concept de virtus, un mot portant une signification bien plus profonde que notre vertu moderne. Dérivé de vir, le mot latin pour homme, virtus, incarnait l'idéal du courage masculin, de la bravoure physique et de l'excellence martiale prouvée par le combat direct. Ce n'était pas un principe philosophique abstrait, mais une réalité vécue qui a façonné tous les aspects de la vie politique et militaire romaine. Il est à noter que virtus était intrinsèquement lié à onos, ou honneur, et les deux formaient une paire inséparable dans la pensée romaine. Un homme démontrait sa
virtus, par des actes de courage physique au combat, et cette démonstration de courage lui apportait de l'onos, qui à son tour ouvrait des voies vers des fonctions politiques et une ascension sociale. L'ensemble de la trajectoire de carrière des aristocrates romains tournait autour de ce cycle. Service militaire pour prouver le courage, courage pour gagner l'honneur, honneur pour accéder au pouvoir. La guerre romaine reflétait ce système de valeurs dans les moindres détails. Le combat au corps à corps représentait le test ultime de la virtus, car il exigeait du courage physique et la volonté de faire face à la mort à bout de bras. Les soldats demandèrent la permission à leurs généraux d'engager des champions ennemis en combat singulier, et la victoire leur apportait un statut légendaire. L'armée romaine était, en essence, une culture de compétition où les hommes prouvaient constamment leur valeur de la manière la plus directe imaginable. Ce cadre culturel rendait le tir à l'arc problématique. Comment un homme pouvait-il prouver son courage en tirant des flèches à distance? La nature même du tir à l'arc semblait contredire les valeurs fondamentales de la masculinité romaine. Il est frappant de constater que ce n'était pas seulement un choix tactique, mais une attitude culturelle profondément ancrée qui a façonné la doctrine militaire pendant des siècles. Ces attitudes romaines n'ont pas émergé isolément. Rome a hérité et adapté la culture militaire du monde grec, en particulier la tradition hoplite qui a dominé la guerre méditerranéenne pendant des siècles avant l'ascension de Rome. Les cités grecques avaient construit leur identité militaire autour d'infanterie lourdement armée, combattant en formation de phalanges serrées, où le bouclier de chaque homme protégeait son voisin, et où le courage signifiait tenir sa position dans la ligne. La culture grecque nourrissait une forte aversion pour les troupes de trait, en particulier après les guerres perses. L'idéal du guerrier grec célébrait l'hoplite qui tenait sa position dans la phalange, et non l'archer qui frappait de loin. Pour de nombreuses sensibilités grecques, le tir à l'arc portait des associations avec les peuples orientaux, en particulier les Perses, qui avaient menacé la liberté grecque pendant les guerres du 5e siècle avant J.C. Dans le drame et la littérature grecque, le tir à l'arc était parfois dépeint comme lâche, barbare, oriental, et donc fondamentalement non grec. Pourtant, la réalité était plus complexe que ces attitudes culturelles ne le suggèrent. Athènes entretenait 1600 archers, plus des archers montés, lorsque la guerre du Péloponnèse a commencé, et les commandants grecs reconnaissaient l'efficacité tactique des troupes de trait, même si les préjugés sociaux persistaient. Les Romains ont absorbé des éléments de cette ambivalence culturelle, bien que leurs attitudes se soient avérées plus pragmatiques que celles de leurs prédécesseurs grecs. Néanmoins, l'héritage culturel a profondément façonné le développement militaire romain. Pourtant, la culture seule n'explique pas les attitudes romaines envers le tir à l'arc. La doctrine militaire pratique a joué un rôle tout aussi important, et cette doctrine s'était avérée extraordinairement réussie. La Légion romaine représentait peut-être le système d'infanterie lourde le plus efficace de l'histoire avant l'ère moderne. La structure de la Légion tournait autour de la trinité des armes romaines, le javelot, pilum, l'épée de frappe, gladius, et le bouclier, scutum. Les soldats s'entraînaient avec des armes d'entraînement à double poids, répétant systématiquement les techniques de préhension, la posture et les mouvements de poussée, jusqu'à ce que les mouvements deviennent des réflexes automatiques. La doctrine de combat était élégante et brutale. Les légionnaires s'avançaient à portée de javelot, lançaient une volée dévastatrice de pilas qui perturbait les formations ennemies, puis se rapprochaient immédiatement avec leurs épées tirées pour le combat au corps à corps. Le manche en fer doux du pilum se tordait à l'impact, rendant les boucliers inutilisables. Ce système a fonctionné brillamment contre tous les principaux ennemis que Rome a affrontés. Samnites, Gaulois, Grecs, Carthaginois, Macédoniens. Pourquoi abandonner une doctrine éprouvée?
Les formations romaines avaient même des réponses efficaces aux archers ennemis. La célèbre testudo, ou formation de tortue, offrait une défense quasi impénétrable contre les tirs de flèches. Lorsqu'ils étaient menacés, les légionnaires verrouillaient leurs boucliers, les rangs avant étant verticaux, les rangs arrière horizontaux au-dessus, créant un toit sous lequel les flèches glissaient sans danger. La formation se déplaçait lentement, mais pouvait avancer régulièrement sous le bombardement. La doctrine militaire romaine formait un système cohérent et éprouvé, optimisé pour la guerre méditerranéenne. Rien dans l'expérience de Rome ne suggérait de défauts fondamentaux dans cette approche. L'approche républicaine des troupes de trait illustre davantage ces priorités. Les armées romaines comprenaient des veulites, des tirailleurs d'infanterie légère qui portaient des javelots, pas des arcs. Ces troupes lançaient des armes plutôt que de les tirer, maintenant ainsi le lien avec le combat physique direct. Pour le tir à l'arc, les Romains sous-traitaient simplement la tâche à des spécialistes étrangers, à partir de 218 avant Jésus-Christ. Les armées romaines engageaient régulièrement des archers crétois, dont la compétence légendaire était renommée depuis l'époque homérique. À leur côté servaient des frondeurs baléares et la cavalerie légère numide d'Afrique du Nord. Ce trio standard fournissait la puissance de feu de trait dont les armées romaines avaient besoin. Le message culturel était clair. Le tir à l'arc était une spécialité étrangère, périphérique au véritable travail de la guerre romaine. Ce système a fonctionné adéquatement pendant des générations, ce qui explique précisément pourquoi le désastre de Car a été un choc si profond. Le premier triumvirat qui dominait la politique romaine au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Était composé de 3 hommes ambitieux, Jules César, qui recherchait la gloire militaire en Gaule, Gnaeus Pompeius Magnus, appelé Pompée, qui avait acquis la renommée en combattant des pirates et en conquérant l'Orient, et Marcus Licinius Crassus, fabuleusement riche, mais manquant de la réputation militaire de ses partenaires. Crassus avait servi avec compétence en réprimant la révolte des esclaves de Spartacus, mais cet exploit pâlissait face aux conquêtes de César en Gaule et aux campagnes orientales de Pompée. L'ambition et la rivalité ont poussé Crassus à rechercher son propre triomphe militaire, et il s'est tourné vers l'Est, vers l'Empire parthe, le grand rival de Rome au-delà du fleuve Euphrate. La campagne que Crassus a lancée en 53 avant Jésus-Christ était largement non provoquée, une conquête pure et simple de gloire militaire que Crassus espérait élever son statut au niveau de ses co-triumvirs. La confiance romaine dans ses tactiques éprouvées d'infanterie lourde était profonde. Ce qui a suivi allait briser cette confiance et exposer les limitations fatales de la doctrine militaire romaine face à des ennemis qui combattaient de manière fondamentalement différente. L'armée que Crassus a menée en Mésopotamie incarnait la puissance militaire romaine à son apogée. 7 légions fournissaient environ 35 000 fantassins lourds, complétés par 4 000 fantassins légers et 4 000 cavaliers sous le commandement du fils de Crassus, Publius. Chaque légionnaire portait l'équipement standard qui avait conquis la Méditerranée: épée, javelot, casque, bouclier et tunique de mailles. Au-delà des armes, les soldats transportaient des outils de terrassement, des sacs de couchage et des rations, ce qui en faisait des unités logistiques mobiles. C'était la machine militaire romaine qui s'était avérée inarrêtable pendant des générations. Face à cette armée professionnelle est venu le général Surena avec une force parthe totalement différente dans sa composition. Surena commandait environ 1000 cataphractes, de la cavalerie lourdement armée, et 9000 archers montés légers. L'armée parthe ne comptait aucune infanterie. Cette dépendance complète à la cavalerie reflétait une culture militaire façonnée par les steppes d'Asie centrale plutôt que par le terrain méditerranéen. Plus significativement,
Suréna a apporté une caravane de 1000 chameaux, et leur cargaison allait s'avérer décisive. L'écart technologique s'est avéré aussi important que la différence tactique. Les arcs composites Parthes, construits à partir de couches de bois, de cornes et de tendons, dans une conception recurve, stockaient une énergie énorme. Ces armes sophistiquées pouvaient propulser des flèches avec une force dévastatrice sur des distances remarquables. Des preuves archéologiques confirment qu'ils pouvaient percer les boucliers et les armures romains. L'équipement romain, en revanche, avait été optimisé pour une guerre différente. Le pilum avait une portée effective d'environ 30 mètres avant que les légionnaires ne se rapprochent pour le combat au corps à corps. Les arcs Parthes pouvaient tuer à 3 fois cette distance tout en restant hors de portée des Romains. Ce décalage a créé une zone de mort où les Parthes infligèrent des pertes, tandis que les Romains ne pouvaient ni répondre efficacement ni se rapprocher. La bataille s'est déroulée comme une destruction systématique de la doctrine tactique romaine. Les archers montés Parthes ont encerclé l'infanterie romaine sur les plaines ouvertes, utilisant leur mobilité supérieure pour maintenir une portée optimale, tout en déversant des flèches sur les formations serrées de toutes directions. Les Romains ont tenté de charger et de se rapprocher, mais les archers montés se retiraient simplement, maintenant leur avantage de portée. C'est là que les forces Parthes ont démontré leur tactique signature, si célèbre qu'elle reste dans notre langue aujourd'hui. Le tir Parthe. Les cavaliers Parthes pouvaient tirer avec précision en arrière tout en galopant à pleine vitesse, leurs arcs composites étant suffisamment légers et leur cavalerie suffisamment habile pour rendre la retraite aussi mortelle que l'avance. Lorsque les formations romaines s'étiraient ou se désordonnaient à cause de charges futiles, Suréna lançait ses cataphractes dans des charges dévastatrices qui dispersaient les unités romaines avant de se retirer. Publius Crassus, tentant de briser l'impasse, a mené la cavalerie gauloise et une partie de l'infanterie dans une tentative de percée. Les Parthes ont feint la retraite, l'ont attiré loin de l'armée principale, puis ont encerclé et anéanti sa force. Publius est mort au combat, et sa tête a été montée sur une lance et exhibée devant les lignes romaines pour briser leur morale. L'impact psychologique s'est avéré dévastateur. Les Romains ont tenté la testudo, mais la formation de boucliers n'avait jamais été conçue pour un bombardement soutenu de toutes directions pendant des heures. La formation se déplaçait trop lentement, et le poids des boucliers épuisait les soldats dans la chaleur. Des brèches sont apparues, et les flèches Parthes les ont trouvées. Les Romains étaient piégés dans une zone de mort, incapables de se battre efficacement ou de fuir. Les chameaux transportaient de vastes réserves de flèches, permettant aux Parthes de maintenir le bombardement bien plus longtemps que ce que les Romains ne le croyaient possible. Heure après heure, la tempête de flèches a continué jusqu'à ce que les formations romaines se désintègrent sous les pertes, l'épuisement et le désespoir. Les chiffres des pertes racontent l'histoire de manière frappante. Sur environ 43 000 soldats romains, 20 000 gisaient morts à la fin de la journée. 10 000 autres ont été capturés. 4 000 blessés ont été abandonnés lors de la retraite chaotique. Les pertes Parthes ont été minimes. Le ratio de destruction approchait 100 contre 1 en faveur de la partie. Crassus lui-même a été tué lors des négociations de retraite, sa tête coupée envoyée au roi Parthe. Les étendards militaires romains capturés ont été exposés comme trophées dans les temples Parthes. Pour Rome, l'humiliation égalait le désastre militaire. La signification historique de Car s'est étendue bien au-delà de la défaite immédiate. Cet événement s'est classé parmi les pires catastrophes militaires de Rome, comparables à Cannes 2 siècles plus tôt. La bataille a révélé une vulnérabilité fondamentale. L'infanterie lourde pouvait être systématiquement détruite par la cavalerie mobile
et le tir à l'arc sur terrain découvert sans soutien adéquat de cavalerie et de troupes de trait. La doctrine militaire romaine, si réussie contre les ennemis méditerranéens, s'était avérée obsolète face à des adversaires qui refusaient de se battre selon les termes romains. La cavalerie et les spécialistes du tir à l'arc n'étaient plus facultatifs, mais essentiels. Peu après Carès, la politique militaire romaine a commencé à changer, bien que la transformation ait pris des décennies à être mise en œuvre. Ce désastre est devenu le catalyseur qui a forcé Rome à adopter les capacités militaires mêmes que sa culture avait marginalisées. Sorti du chaos qui a suivi l'assassinat de Jules César, est apparu Gaius Octavius, qui prendrait le nom d'Auguste et transformerait l'organisation militaire romaine. Dès 27 avant Jésus-Christ, Auguste était confronté à la tâche monumentale de réorganiser un empire las de la guerre. Sa réforme la plus importante a impliqué la création du système des auxilia, qui a institutionnalisé les leçons de quart. Auguste a reconnu que les légions seules ne pouvaient pas fournir toutes les capacités militaires nécessaires. Les citoyens romains excellaient en tant qu'infanterie lourde, mais la cavalerie, le tir à l'arc et les troupes spécialisées nécessitaient un recrutement parmi les peuples dont les cultures avaient développé ces compétences au fil des générations. Les auxilia représentaient une ingénierie sociale brillante. Exploiter les populations diverses de l'Empire tout en liant les soldats étrangers à Rome par des incitations systématiques. Les auxilia recrutaient parmi les Peregrini les sujets non citoyens de Gaule, de Germanie, de Thrace, de Syrie, de Numidie et de Bretagne, chacun apportant des compétences militaires spécialisées. Cela a résolu un problème critique. Les Romains pouvaient continuer à se concentrer sur l'infanterie lourde, tandis que les provinciaux fournissaient la cavalerie, le tir à l'arc et les troupes spécialisées. Cette division du travail a permis à Rome de déployer des forces d'armes combinées sans transformation culturelle des citoyens. Le génie d'Auguste s'étendait au-delà du pragmatisme militaire. Les soldats auxiliaires faisaient face à des exigences de service de 25 ans, mais recevaient des récompenses extraordinaires. À la retraite, le soldat et ses enfants recevaient la pleine citoyenneté romaine, prouvée par des diplômes militaires en bronze. Considérez ce que cela signifiait pour le fils d'un fermier provincial. La citoyenneté romaine ouvrait des voies vers des protections juridiques, des droits de propriété, une ascension sociale et une identité prestigieuse. La citoyenneté ne pouvait être achetée, seulement gagnée par le service. Cela a créé un système d'auto-renforcement où le service militaire est devenu un chemin vers la romanisation. La loyauté ainsi générée s'est avérée plus durable que toute autre basée sur la peur. Les hommes combattaient pour Rome parce que Rome offrait un avenir meilleur à leurs enfants. Les lacunes comblées par les auxilia étaient substantielles. Les légions fournissaient une infanterie lourde et une ingénierie inégalée. Mais les Romains manquaient de traditions équestres étendues et de compétences en tir à l'arc qui nécessitaient un entraînement dès l'enfance. Les troupes spécialisées pour le désert, les montagnes ou les forêts nécessitaient des connaissances culturelles qui ne pouvaient être enseignées rapidement. Les auxilia fournissaient tout cela. À mesure que le système mûrissait, le statut auxiliaire s'est amélioré. L'empereur Claude a décrété que tous les préfets auxiliaires devaient détenir le rang équestre, élevant instantanément ses commandements à des postes prestigieux. La stigmatisation initiale d'être non légionnaire s'est progressivement estompée à mesure que la réalité militaire devenait claire. L'armée romaine était composée de légions plus auxilia, fonctionnant comme un tout intégré. L'ampleur de la transformation devient apparente dans les chiffres. Sous Tibère en 24 après J, C, l'armée comptait 125 000 légionnaires et un nombre égal d'auxiliaires. Sous Hadrien, en 130 après Jésus-Christ, l'équilibre s'est déplacé vers 155 000 légionnaires
et 218 000 auxiliaires. Sous Sévère, en 211 après Jésus-Christ, les auxiliaires ont atteint 250 000, tandis que les légionnaires numéraient 182 000. La tendance est indéniable. Les forces auxiliaires ont fini par dépasser la force légionnaire. Au IIe siècle, les auxilia représentaient les 3/5 des forces terrestres régulières de Rome, une restructuration complète de la puissance militaire romaine. Pour les archers spécifiquement, le système des auxilia signifiait une intégration professionnelle plutôt qu'un recrutement de mercenaires. Le tir à l'arc a acquis une reconnaissance formelle en tant que capacité militaire essentielle avec des unités dédiées désignées sagittarii ou archers. Les provinces orientales, en particulier la Syrie, sont devenues des zones de recrutement primaire, remplaçant la dépendance antérieure aux mercenaires crétois. L'entraînement est devenu standardisé et professionnel. Les unités d'archers recevaient une solde régulière, des structures de commandement et des parcours de carrière au sein de la hiérarchie militaire romaine. Plus important encore, le tir à l'arc était désormais permanent plutôt que contingent. Les armées romaines n'avaient plus besoin d'embaucher des mercenaires étrangers pour chaque campagne. Les unités d'archers étaient des formations permanentes qui pouvaient être déployées, alternées et renforcées comme n'importe quelle autre unité militaire. La leçon de Carès avait été entièrement apprise et systématiquement institutionnalisée. Ensuite, nous découvrirons qui étaient exactement ces archers et d'où ils venaient. Les origines géographiques des archers romains ont considérablement changé à mesure que l'Empire évoluait, reflétant les priorités stratégiques et les modèles de recrutement changeants. Pendant la période républicaine, de 218 avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Crète a fourni les besoins en archers de Rome. La compétence de tir à l'arc crétoise était légendaire depuis l'époque homérique, célébrée dans la littérature grecque et valorisée par les commandants militaires dans toute la Méditerranée. Ces archers insulaires combinaient une précision exceptionnelle avec discipline et fiabilité, ce qui en faisait la référence pour les archers engagés. Les armées de Jules César employaient des archers crétois, à la fois comme mercenaires et comme conscrits de la province. Pourtant, la population limitée de la Crète limitait le nombre d'archers pouvant être recrutés, et à mesure que les besoins militaires de Rome augmentaient, de nouvelles sources sont devenues nécessaires. Le début de la période impériale a vu un changement décisif vers l'Est, vers des centres de population plus importants avec des traditions de tir à l'arc établies. La Syrie est devenue la zone de recrutement principale, ses villes et sa campagne produisant des milliers d'archers qualifiés, génération après génération. La culture du tir à l'arc syrienne était profonde, façonnée par des siècles de guerre entre les puissances méditerranéennes et mésopotamiennes. Les jeunes hommes de la région ont grandi avec des arcs composites, et le service militaire en tant qu'archer offrait une voie de carrière attrayante. L'Anatolie, en particulier les régions de Phrygie et de Lycie, a contribué de manière significative au recrutement d'archers. Ces régions faisaient le pont entre les traditions militaires méditerranéennes et asiatiques, produisant des soldats à l'aise avec les techniques d'infanterie et de tir à l'arc monté. La Thrace, territoire reliant l'Europe et l'Asie dans les Balkans nord-orientaux, est devenue une autre source importante. Les peuples thraces avaient de longues traditions militaires qui comprenaient le tir à l'arc aux côtés d'autres compétences martiales. Le passage de la Crète à ces provinces orientales reflétait un calcul pratique. Des populations plus importantes signifiaient plus de recrues, et ces régions étaient plus proches des frontières les plus dangereuses de Rome, où des ennemis fortement armés d'archers nécessitaient des réponses similaires. Au plus fort de la période impériale, au IIe siècle après Jésus-Christ, la répartition des unités d'archers révèle la domination du recrutement syrien. Selon les registres militaires, au milieu du IIe siècle, Rome alignait 32 unités auxiliaires spécifiquement désignées sagittarii. 13 de ces unités portaient des titres syriens,
constituant de loin le plus grand contingent. 7 unités portaient des désignations thraces, 5 venaient d'Anatolie, et une unité maintenait la tradition crétoise. 6 unités supplémentaires avaient des origines incertaines ou mixtes. Cette répartition raconte plusieurs histoires simultanément. La domination syrienne reflétait non seulement la taille de la population, mais aussi des générations de techniques d'arcs composites raffinées et d'entraînement militaire systématique. Les unités thraces ont montré comment les provinces européennes contribuaient à des spécialités militaires traditionnellement orientales. La seule unité crétoise représentait un héritage plutôt qu'un recrutement substantiel, un clin d'œil à la réputation ancienne plutôt qu'à la pratique actuelle. Ce qui est frappant, c'est la diversité. Les forces d'archers romains puisaient dans 3 continents, parlaient plusieurs langues, adoraient des dieux différents, tout en fonctionnant au sein d'une structure militaire unifiée. Cette intégration multiculturelle représentait l'une des grandes réalisations organisationnelles de Rome. Des unités spécifiques illustrent comment ce système fonctionnait en pratique. La cohors hamiorum sagittariorum, ou première cohorte d'archères hamites, originaire de Hama, en Syrie, une ville aux traditions militaires anciennes. Cette unité d'élite se retrouva stationnée à des milliers de kilomètres de chez elle, le long du mur d'Adrien, dans la province reculée de Bretagne. Des archers syriens défendant la frontière la plus septentrionale de l'Empire romain contre les raids pictes démontrent la capacité logistique de Rome et sa flexibilité de déploiement stratégique. Des preuves archéologiques le long du mur d'Adrien comprennent des inscriptions et des reliefs commémorant le service hamite, témoignage de leur longue présence dans cet environnement hostile. Ces hommes ont vécu toute leur carrière militaire dans des conditions totalement différentes de leur patrie méditerranéenne. Pourtant, ils ont servi fidèlement, motivés par le prix de la citoyenneté qui les attendait, eux et leurs familles, après 25 ans de service. Les archers hamites sont devenus si associés à la défense de la Grande-Bretagne que leur présence a défini l'identité militaire romaine dans cette province. Tout aussi fascinante était l'ala ulpia dromedariorum palmyrenorum. Une unité d'archers montés sur chameaux de Palmyre, la légendaire ville caravanière du désert syrien. Établie sous l'empereur Trajan au début du IIe siècle après J.C., ces troupes combinaient une expertise de la guerre dans le désert avec la mobilité de la cavalerie et la portée du tir à l'arc dans un ensemble tactique unique. Les chameaux offraient des avantages dans les environnements désertiques que les chevaux ne pouvaient égaler. Une plus grande endurance à la chaleur, la capacité de voyager plus longtemps sans eau et une tolérance aux conditions désertiques qui épuiseraient d'autres montures. Ces archers dromadaires pouvaient patrouiller de vastes frontières désertiques, intercepter les pillards, couvrir les mouvements de l'armée et mener des reconnaissances sur des terrains où la cavalerie conventionnelle peinait. Ils représentaient une capacité de niche spécialisée, précisément le genre de force que le système des auxilias était conçu pour fournir. Le fait que Rome ait pu intégrer une unité aussi exotique, maintenir son équipement et son entraînement spécialisé, et la déployer efficacement témoigne d'une administration militaire sophistiquée. Les chiffres impliqués révèlent à la fois l'ampleur et les limites du tir à l'arc romain. Au IIe siècle après J.C., environ un régiment auxiliaire sur 12 était composé d'unités d'archers désignés. La force totale d'archers atteignait 17 000 à 20 000 hommes, organisés en environ 40 cohortes de 480 soldats chacune. Cela représentait moins de 10% de la force militaire totale de Rome, une proportion significative mais pas dominante. La répartition favorisait les archers à pied par rapport aux archers montés, dans un rapport d'environ 2 pour 1. Les archers à pied servaient principalement de tirailleurs d'infanterie légère, tandis que les archers montés, ou equit sagittarii, fournissaient une puissance de feu mobile pour la couverture, la poursuite
et le harcèlement. Ces chiffres démontrent que le tir à l'arc était devenu pleinement intégré dans la structure militaire romaine, n'étant plus périphérique ou marginal, mais Rome n'est jamais devenue une force dominante par le tir à l'arc pendant cette période. Cette transformation viendrait plus tard, dans les derniers siècles de l'Empire. L'équipement que ces archers portaient représentait une technologie militaire de pointe. L'arc composite, construit à partir d'un noyau en bois avec des couches de tendons animal et de cornes dans un profil recurve, stockait une énergie énorme. Les oreilles en os ou en bois de cerf aux extrémités augmentèrent la puissance. Ces arcs étaient imperméabilisés avec de l'écorce et de la laque, fonctionnant même dans des climats humides comme la Bretagne. Des preuves archéologiques confirment que cette technologie s'est répandue dans tout l'Empire. Des fabricae, près de Pavie, fabriquaient des arcs composites recurves pour les armées occidentales, démontrant que Rome avait maîtrisé à la fois l'utilisation et la production de cette technologie orientale. Les types de flèches variaient selon l'usage. Larges pour les cibles non blindées, pointe fine pour pénétrer l'armure. Les archers à pied portaient une protection légère pour la mobilité, tandis que les archers montés portaient une armure d'écaille ou de maille pour une meilleure protection. Les archers qualifiés pouvaient tirer 15 flèches par minute avec une portée effective de 300 mètres. L'entraînement commençait avec des arcs d'entraînement en bois, progressant vers des arcs composites une fois les bases maîtrisées. L'écrivain militaire Végès a souligné que la maîtrise nécessitait des années de pratique. Le recrutement romain parmi les peuples ayant des cultures de tir à l'arc établies a partiellement résolu ce problème, car de nombreuses recrues arrivaient avec des compétences de base déjà développées. Comprendre comment fonctionnaient les archers romains nécessite d'examiner leur déploiement tactique. Le positionnement standard plaçait les archers sur les flancs, où ils pouvaient soutenir l'infanterie et la cavalerie tout en maintenant des champs de tir dégagés. Alternativement, les commandants positionnaient les archers derrière les lignes de bataille principales pour un soutien de tir soutenu. L'orbem formate, ou formation circulaire, plaçait les archers au centre avec des troupes formant un périmètre, permettant un tir de couverture dans toutes les directions. La flexibilité caractérisait le déploiement. Les commandants pouvaient redéployer des unités vers les secteurs menacés, concentrer le feu ou les détacher pour des opérations indépendantes. L'approche d'armes combinées représentait peut-être la plus grande innovation tactique de Rome, et les archers sont devenus des composants essentiels de ce système intégré. Considérons une séquence de bataille typique. À mesure que les armées se rapprochaient, les archers commençaient à harceler les formations ennemies avec des tirs indirects à longue portée, forçant les ennemis à lever leurs boucliers et perturbant leur ordre. À mesure que les distances diminuaient, les légionnaires lançaient leurs pilas, les lourds javelots qui pouvaient pénétrer les boucliers et les rendre inutilisables. Immédiatement après la volée de pilas, les archers intensifièrent leur feu, lançant des barrages de flèches conçus pour créer des brèches et de la confusion dans les lignes ennemies. À ce moment critique, l'ennemi perturbé par des attaques de tir séquentielles, l'infanterie lourde romaine chargeait avec ses épées tirées, s'écrasant sur les formations désordonnées avec la violence systématique pour laquelle les légionnaires étaient célèbres. Pendant la phase de mêlée, les archers continuaient de fournir un soutien de feu, ciblant les flancs ennemis, les réserves et les groupes de commandement. Chaque élément de cette séquence amplifiait les autres. Le tir à l'arc amollissait les cibles pour l'assaut d'infanterie, l'infanterie immobilisait les ennemis, là où le tir à l'arc pouvait continuer à infliger des pertes, la cavalerie exploitait les brèches créées par la pression combinée. Les Romains maîtrisaient le timing et le séquençage qui rendèrent les armes combinées dévastatrices, plutôt que simplement chaotiques. Les applications défensives s'intégraient à la guerre de formation sophistiquée de Rome. Face aux archers ennemis, l'infanterie romaine déployait la testudo, verrouillant les boucliers avec les rangs avant verticaux et les rangs arrière horizontaux au-dessus, créant un toit continu.
La formation se déplaçait lentement mais s'avérait presque impénétrable aux tirs de projectiles pour les opérations de siège ou pour avancer contre les archers. Des limitations existaient. L'artillerie lourde pouvait la briser et la testudo ne pouvait pas fonctionner en combat rapproché. Néanmoins, elle fournissait une contre-mesure efficace dans de nombreuses situations. Les tactiques des archers montés reflétaient les leçons apprises des adversaires parthes et plus tard sassanides. Les equites sagittarii romains excellaient dans les manœuvres de flanc rapides, utilisant leur mobilité pour frapper là où les ennemis étaient les plus faibles ou les plus vulnérables. Avant que les lignes de bataille principales ne s'engagent, les archers montés menaient des opérations de harcèlement, perturbant les formations ennemies par des attaques éclairs conçues pour infliger des pertes et créer du désordre. Ils couvraient les mouvements de l'armée, fournissant des informations de reconnaissance et empêchant les éclaireurs ennemis de recueillir des renseignements. L'interdiction des lignes d'approvisionnement est devenue une spécialité. Les archers montés pouvaient frapper profondément en territoire ennemi, attaquer les colonnes de ravitaillement et se retirer avant que des forces lourdes ne puissent réagir. Pendant les phases de poursuite après les victoires, les archers montés se sont avérés dévastateurs, traquant les ennemis en fuite et empêchant les retraites organisées. Les Romains ont appris ces tactiques en les subissant eux-mêmes, puis les ont systématiquement adoptées et affinées. L'élève est devenu le maître grâce à des générations d'expérience sur le champ de bataille. Les applications de la guerre de siège méritent une attention particulière car les sièges dominaient les opérations militaires romaines. Lors des sièges offensifs, les archers positionnés sur des tours de siège ou protégés par des mantelets fournissaient des tirs de suppression contre les défenseurs sur les murs, les forçant à garder la tête basse pendant que les ingénieurs romains travaillaient. Les tirs de contre-batterie ciblaient l'artillerie ennemie, duellant avec des balistes et des catapultes pour obtenir la supériorité du feu. Lorsque les formations d'assaut romaines avançaient en testudo vers les murs, les archers concentraient leurs tirs sur les sections de murs approchées, éliminant les défenseurs et créant des brèches pour les troupes d'assaut. Lors des sièges défensifs, les archers sur les murs faisaient pleuvoir des flèches sur les assiégeants, infligeant des pertes aux ouvriers et aux troupes d'assaut. Combiné à l'excellence de l'ingénierie de siège romaine, qui produisait une artillerie sophistiquée, des tours de siège et des opérations de sape, le tir à l'arc intégré rendait les capacités de siège romaines inégalées dans le monde antique. Peut-être la preuve visuelle la plus remarquable de la manière dont les archers s'intégraient aux opérations romaines provient de la colonne de Trajan, le monument massif érigé à Rome en 113 après Jésus-Christ. C'est pour commémorer la conquête de la Dacie. Cette structure extraordinaire présente une frise en spirale de 190 mètres s'enroulant autour de la colonne, représentant des scènes des guerres daciennes de 101 à 106 après J.C. La frise comprend 2662 figures disposées en 155 scènes distinctes, avec l'empereur Trajan apparaissant 58 fois. Ce qui rend la colonne inestimable pour comprendre la composition militaire romaine, c'est sa représentation systématique de diverses troupes auxiliaires servant aux côtés des légionnaires. Nous voyons des cavaliers africains aux coiffures distinctives, des frondeurs ibères lançant des pierres, des guerriers germaniques combattant torse nu et de manière proéminente, des archers levantins aux casques pointus lançant des flèches sur des positions d'as. La scène 24 montre spécifiquement un archer positionné au sommet d'un relief, suggérant la prédominance du tir à l'arc dans les campagnes réelles. La colonne sert de témoignage archéologique à la nature profondément multiculturelle des armées romaines au IIe siècle, chaque peuple contribuant ses compétences spécialisées à l'ensemble intégré. Ce n'était pas seulement de la propagande, mais une représentation raisonnablement fidèle de l'apparence et du fonctionnement réel des forces romaines. L'évolution visible dans la doctrine tactique romaine démontre une profonde flexibilité militaire. Les armées républicaines primitives
s'appuyait sur des tactiques d'infanterie lourde relativement simples, avec une coordination limitée des armes combinées. À l'époque impériale, les commandants romains orchestrèrent des opérations sophistiquées multi-armes, où l'infanterie, la cavalerie, les archers, les frondeurs et l'artillerie fonctionnaient comme des éléments interconnectés d'un seul système. L'adaptation à des ennemis et des terrains divers a motivé cette évolution. Les tribus germaniques dans les forêts nécessitèrent des approches différentes de la cavalerie parthe sur les steppes ouvertes, qui différèrent des forteresses daciennes dans les montagnes ou des pillards du désert nord-africain. Le pragmatisme l'emportait sur l'idéologie. Les Romains ne s'accrochaient pas aux préférences culturelles concernant la bonne guerre lorsque la survie et la victoire exigeaient des approches alternatives. Cette flexibilité, cette volonté d'apprendre des ennemis et d'incorporer des techniques étrangères représente peut-être la caractéristique la plus romaine de toutes, l'efficacité pratique plutôt que la pureté théorique. L'évolution militaire romaine ne peut être comprise sans examiner les ennemis qui ont forcé l'adaptation. L'Empire parthe, qui a existé de 247 avant J.C. à 224 après J.C., date à laquelle il a été remplacé par les Sassanides, a posé le défi le plus persistant à la doctrine militaire romaine. Les armées parthes s'appuyaient principalement sur la cavalerie, les archers montés formant la majeure partie de leurs forces, plutôt que de servir de troupes auxiliaires. Cette différence fondamentale dans la composition des forces reflétait la géographie et la culture du plateau iranien et des steppes d'Asie centrale, où la cavalerie dominait et l'infanterie jouait des rôles minimes. Les tactiques parthes tournaient autour du tir à l'arc mobile, les archers montés légers harcelant les ennemis tout en restant hors de portée de représailles. Lorsque des opportunités apparaissaient, la cavalerie lourde cataphracte chargeait pour délivrer un impact de choc avant de se retirer. Le célèbre tir parthe, la capacité de tirer avec précision en arrière tout en galopant à pleine vitesse, symbolisait leur culture militaire. Engagement sans fermeture, violence sans contact direct, meurtre sans risque. Plusieurs armées romaines ont subi des défaites aux mains des Parthes au-delà du désastre de Car. Ces rencontres répétées ont obligé les Romains à développer des contre-tactiques efficaces et, surtout, à adopter eux-mêmes les méthodes parthes en recrutant et en formant leur propre formation d'archers montés. Lorsque l'Empire sassanide a renversé la dynastie parthe en 224 après Jésus-Christ, Rome a affronté un adversaire encore plus redoutable. Les Sassanides se sont avérés plus agressifs, mieux organisés et militairement plus sophistiqués que leurs prédécesseurs parthes. Ils ont lancé des invasions fréquentes dans les provinces orientales romaines, capturant parfois des villes importantes comme Antioche. La cavalerie sassanide, en particulier les cavaliers composites As-Waran, qui combinaient compétences en tir à l'arc et charge de lance, représentait une évolution raffinée des tactiques parthes. Sous des dirigeants comme Khosrow Ier au VIe siècle, la capacité militaire sassanide a atteint des sommets qui en ont fait l'égal ou le supérieur de Rome sur les champs de bataille orientaux. Les arcs composites sassanides, la technologie des armures et les tactiques de cavalerie ont poussé le développement militaire romain tout au long de la période impériale tardive. La pression constante de cet ennemi persistant et compétent a accéléré l'adoption par Rome des méthodes militaires orientales et a finalement contribué au système militaire byzantin axé sur la cavalerie. Les guerres daciennes de 101 à 106 après J.C. ont présenté des défis différents. Les forces daciennes combinaient infanterie, cavalerie et archers en formation mixte qui nécessitaient des réponses complètes d'armes combinées romaines. Le dossier archéologique et artistique de ces campagnes, préservé sur la colonne de Trajan, montre des combats intenses sur des terrains variés dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Les guerriers daces maniaient la redoutable falx, une épée courbée qui pouvait passer par-dessus les boucliers romains et représentait des menaces particulières pour les armures.
Les Romains ont répondu en déployant des forces complètes d'armes combinées, infanterie légionnaire, archers auxiliaires, cavalerie et artillerie, toutes coordonnées dans des opérations complexes. Les campagnes daciennes ont démontré que même contre des ennemis non stépiques, le tir à l'arc était devenu une composante essentielle des opérations militaires romaines. L'intensité des combats et la sophistication des fortifications daciennes nécessitaient toutes les capacités que Rome pouvait rassembler. Les tribus germaniques le long des frontières du Rhin et du Danube ont posé encore d'autres défis. Principalement des peuples axés sur l'infanterie, les tribus germaniques se sont néanmoins avérées tactiquement adaptables et capables d'infliger de graves défaites aux armées romaines, notamment à la forêt de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. C'est où 3 légions furent détruites. La guerre germanique mettait l'accent sur les embuscades, le combat en forêt et les raids opportunistes plutôt que sur des batailles rangées en terrain découvert. Cela a obligé les Romains à développer des capacités efficaces de reconnaissance, d'éclaireurs et d'infanterie légère. Fait intéressant, certains peuples germaniques ont fini par fournir eux-mêmes des unités d'archers auxiliaires, démontrant comment l'intégration militaire multiculturelle de Rome a absorbé même des cultures traditionnellement non archères. Les frontières du Rhin et du Danube sont restées contestées pendant des siècles, la pression persistante empêchant la complaisance et exigeant une innovation tactique continue. Peut-être aucun ennemi n'a influencé le développement militaire romain tardif plus que les Huns, la confédération de peuples stépiques qui a fait irruption en Europe au IVe et Ve siècle. Les guerriers uniques représentaient le raffinement ultime du tir à l'arc monté, combinant une compétence équestre extraordinaire avec la maîtrise de l'arc composite. Ils pouvaient tirer à cheval au galop avec une précision dévastatrice, puis disparaître avant que les ennemis ne puissent réagir. La vitesse, la mobilité et les tactiques de tir à distance rendaient les armées uniques presque impossibles à engager efficacement avec des formations d'infanterie traditionnelles. Les Huns ont dévasté l'Empire romain d'Occident, contribuant de manière significative à son effondrement final. Les réponses romaines comprenaient le recrutement désespéré de mercenaires uniques et l'adoption systématique de leurs tactiques. Cet apprentissage direct auprès des maîtres a accéléré la transformation romaine vers des forces axées sur la cavalerie et le tir à l'arc. La menace unique a clairement montré que l'avenir de la guerre dans le monde post-romain serait dominé par des forces mobiles, montées plutôt que par l'infanterie lourde. L'effet cumulatif de ces ennemis divers a été profond. Chacun a enseigné des leçons différentes et forcé des adaptations différentes. Les Parthes et les Sassanides ont démontré la puissance du tir à l'arc monté et de la cavalerie composite. Les Daces ont montré la nécessité de la coordination des armes combinées. Les tribus germaniques ont prouvé que le terrain et les tactiques comptaient autant que les armes. Les Huns ont révélé que la guerre mobile avait évolué au-delà de tout ce que les Romains avaient rencontré auparavant. Le génie de Rome ne résidait pas dans le conservatisme militaire, mais dans l'adaptation pragmatique. Les Romains ont appris de leurs défaites, ont étudié systématiquement les tactiques ennemies et ont incorporé les techniques réussies dans leur propre doctrine sans résistance idéologique. Ce n'était pas une faiblesse culturelle ou une perte d'identité, mais plutôt l'expression ultime du pragmatisme romain. La survie et la victoire comptaient plus que la préservation de la pureté théorique. L'innovation militaire motivée par la nécessité a caractérisé l'approche de Rome tout au long de son histoire, et nulle part cela n'est plus clair que dans la transformation du tir à l'arc d'une spécialité marginale à une capacité centrale. Au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ, la structure militaire romaine subissait une transformation fondamentale, motivée par les leçons accumulées de siècles de guerres frontalières.
La proportion de cavalerie au sein des armées romaines augmentait régulièrement à mesure que les commandants reconnaissaient que la mobilité stratégique sur de vastes frontières nécessitait des forces montées. Le recrutement d'infanterie rencontrait des défis croissants. Les populations de citoyens romains dans les zones de recrutement traditionnelles avaient diminué. Les menaces frontalières rendaient les communautés agricoles stables plus difficiles à maintenir, et le fardeau économique du soutien de grandes armées d'infanterie mettait à rude épreuve les finances impériales. Simultanément, une cavalerie efficace, en particulier la cavalerie d'archers, pouvait être recrutée parmi les peuples frontaliers qui possédaient déjà les compétences et les chevaux nécessaires. Ces considérations pratiques ont motivé des changements structurels autant que les leçons tactiques. Les unités d'archers montés sont devenues de plus en plus standardisées et proéminentes. Des unités de cataphractarie et de clibanarie, cavalerie lourdement armée adaptée des modèles parthes et sassanides, sont apparues dans les armées romaines. Celles-ci combinaient protection et capacité offensive, capables de délivrer des charges de choc tout en combattant à distance avec des arcs ou des javelots. Les équites sagittarii, archers montés, sont passés de rôles auxiliaires spécialisés à des composantes standards des forces romaines. La Notitia Dignitatum, un registre des offices militaires et civils romains de la fin du IVe ou du début du Ve siècle, liste des forces d'archers substantielles, à pied et montés, stationnées dans tout l'Empire. La documentation révèle que le tir à l'arc était devenu pleinement intégré à tous les niveaux et dans tous les théâtres des opérations militaires romaines. Ce ne fut pas une révolution soudaine, mais une évolution progressive, chaque génération de commandants apportant des ajustements incrémentiels basés sur l'expérience du champ de bataille. Plusieurs facteurs ont motivé cette transformation au-delà des considérations purement tactiques. La pression continue d'ennemis axée sur la cavalerie, en particulier sur la frontière orientale, où la Perse sassanide restait une menace persistante, signifiait que les armées romaines devaient égaler les capacités ennemies ou faire face à une défaite systématique. L'immensité des frontières impériales tardives rendait la mobilité stratégique essentielle. La cavalerie pouvait répondre aux menaces et renforcer les secteurs beaucoup plus rapidement que l'infanterie. Les facteurs économiques ont joué un rôle. Le maintien d'une infanterie lourde professionnelle nécessitait une infrastructure d'entraînement étendue et une production d'équipements qui devenait de plus en plus difficile à mesure que les finances impériales se tendaient. Les peuples frontaliers pouvaient fournir de la cavalerie déjà équipée et entraînée à moindre coût pour l'État. La flexibilité tactique favorisait la cavalerie. Les forces montées pouvaient s'engager dans des opérations plus variées que l'infanterie, de la reconnaissance à la poursuite en passant par les opérations de frappe rapide. La nature même de la guerre changeait à mesure que les batailles rangées devenaient moins fréquentes et que les opérations mobiles, les raids et les réponses rapides aux menaces dominaient. La révolution byzantine des 5e au 7e siècles a représenté l'aboutissement de ces tendances. Sous des empereurs réformateurs commençant par Justinien au VIe siècle et se poursuivant avec Maurice et Héraclius, la doctrine militaire romaine d'Orient a subi une restructuration fondamentale. La cavalerie est devenue non seulement importante, mais primordiale, le principal bras de champ efficace des forces byzantines. Les sources contemporaines, comme l'historien Procope et le manuel militaire, Strategicon, de Maurice, décrivent des armées où la plupart des troupes de cavalerie portaient des arcs, faisant du tir à l'arc monter la norme plutôt qu'une spécialité. Les hippotoxotai, unités dédiées d'archers montés, occupaient des positions centrales dans les plans de bataille byzantins. Les cavallarioa, cavalerie lourde combinant protection et capacité de tir à l'arc, représentaient les troupes d'élite du système militaire byzantin. L'infanterie, désormais appelée scoutatoire, fournissait un soutien aux opérations de cavalerie plutôt que de former la force de bataille principale. Les rôles s'étaient complètement inversés par rapport à la Rome républicaine primitive. Pendant cette période de transformation,
Le système thématique a accordé des terres aux soldats en échange de services militaires, soutenant particulièrement les forces de cavalerie qui sont devenues centrales à la défense byzantine. Ces concessions de terres militaires fournissaient un soutien économique pour l'entretien d'équipements de cavalerie coûteux, de chevaux et d'entraînement. Plus tard, au XIe siècle, les empereurs byzantins ont affiné davantage cette approche par le système de pronoia, qui échangeait de manière similaire des revenus fonciers contre un service militaire, en particulier de la part de cavalerie lourdement armée et d'archers montés. Ensemble, ces systèmes ont créé une aristocratie militaire dont l'identité sociale était centrée sur le service de cavalerie et le tir à l'arc monté. Cela représentait une intégration complète du tir à l'arc dans l'identité culturelle romaine, une transformation qui aurait été impensable pour les Romains républicains des siècles précédents. L'identité militaire byzantine est devenue synonyme de tir à l'arc monté d'une manière qui aurait choqué les Romains qui ont combattu à quart. La comparaison de la doctrine militaire romaine primitive et byzantine tardive révèle une inversion complète. Les forces de la République primitive, de 500 à 200 avant J.C., ont construit leur identité autour de la suprématie de l'infanterie lourde, les archers servant uniquement de mercenaires ou d'auxiliaires. La période de la Haute République, de 200 à 27 avant Jésus-Christ, a maintenu la domination de l'infanterie avec une intégration minimale du tir à l'arc. Les armées impériales primitives, de 27 avant J.C. à 200 après J.C., présentaient l'infanterie comme le noyau, avec des archers auxiliaires augmentant en nombre et en importance. Les forces de la Haute Empire, de 200 à 400 après J.C., ont atteint un équilibre avec des armes combinées pleinement intégrées, où les archers fonctionnaient comme des composantes essentielles. Les armées impériales tardives, de 400 à 600 après J.C., ont vu la cavalerie gagner en importance avec le tir à l'arc devenant central à la doctrine. Par la période byzantine après 600 après Jésus-Christ, la cavalerie était devenue primordiale avec le tir à l'arc comme arme standard et l'infanterie reléguée à des rôles de soutien. L'arc s'étendait sur 7 siècles, d'une spécialité marginale à une capacité définissante. La transformation culturelle a accompagné l'évolution militaire. La langue de l'Empire d'Orient est progressivement passée du latin au grec, reflétant la population majoritairement hellénique. La capitale s'est déplacée de Rome à Constantinople, positionnant le pouvoir plus près des riches provinces orientales et de la frontière sassanide critique. La culture militaire s'est transformée d'un accent sur l'infanterie à un accent sur la cavalerie, nécessitant un entraînement, des valeurs et une pensée tactique différents. Plus remarquable pour nous, le statut du tir à l'arc est passé de spécialité étrangère pratiquée par des non-romains à une compétence romaine fondamentale, centrale à l'identité militaire. Comme l'a noté un historien, les tactiques parthes sont devenues la méthode de guerre standard dans l'Empire romain. Les ennemis que Rome avait autrefois du mal à vaincre étaient devenus ses professeurs et ses modèles. Ce qui était oriental et étranger est devenu romain. Pourtant, la continuité a persisté aux côtés du changement. L'Empire romain d'Orient s'appelait toujours romain. La sophistication bureaucratique, l'organisation militaire systématique, l'entraînement professionnel et la pensée stratégique ont maintenu des liens reconnaissables avec les périodes antérieures. Les Romains n'ont pas abandonné leur identité, mais l'ont plutôt adaptée à de nouvelles réalités. Le pragmatisme qui avait caractérisé la pensée militaire romaine dès le début est resté constant. Tout ce qui fonctionnait, tout ce qui assurait la survie et la victoire, serait adopté quelle que soit son origine. Cette flexibilité, cette volonté de privilégier l'efficacité plutôt que la tradition, représente peut-être la caractéristique la plus essentiellement romaine. La transformation en armée byzantine de cavalerie a prouvé ce principe à la plus grande échelle.
Les preuves archéologiques confirment ces transformations dans la culture matérielle. Des fragments d'arcs deviennent de plus en plus courants sur les sites militaires impériaux tardifs. L'équipement de tir à l'arc apparaît plus fréquemment dans les tombes et les sépultures militaires. Les manuels tactiques, comme le Strategicon, mettent l'accent sur l'entraînement et les techniques de tir à l'arc, dans des détails que les manuels antérieurs consacraient à la drill d'infanterie. Les pierres tombales et les reliefs honorent de plus en plus les archers montés plutôt que l'infanterie lourde. Les inscriptions documentent des carrières qui sont passées par des unités d'archers jusqu'à des commandements élevés. Des historiens comme Tacite, dans les périodes antérieures, et Procope, dans les périodes ultérieures, ont loué l'efficacité des archers dans leurs récits. Les preuves matérielles et textuelles s'alignent. La culture militaire romaine a subi une véritable transformation au cours de ces siècles. L'ironie ne doit pas nous échapper. Les Romains ont initialement dédaigné le tir à l'arc comme oriental, étranger, voire lâche selon certains standards culturels. À la fin de l'Empire et à l'époque byzantine, les Romains d'Orient étaient devenus maîtres des traditions de tir à l'arc même qu'ils avaient autrefois méprisées. Ce qui avait commencé comme étranger est devenu romain par adoption et adaptation. La flexibilité culturelle motivée par la nécessité militaire a conduit à une transformation qui a assuré la survie de l'Empire d'Orient pendant 8 siècles supplémentaires après la chute de l'Empire d'Occident. Cela nous amène à nos réflexions finales sur ce que cette transformation révèle de l'évolution militaire et de l'adaptation culturelle. Le voyage que nous avons retracé s'étend sur plus de 7 siècles, des légions d'infanterie lourdes de la République primitive à travers le désastre de Car, les brillantes réformes auxiliaires d'Auguste, les forces d'archers multiculturelles de la Haute-Empire, et enfin aux armées byzantines dominées par la cavalerie où le tir à l'arc est devenu l'arme de guerre principale. Cette transformation démolit l'idée que les Romains refusaient d'utiliser des archers. La réalité était bien plus intéressante. Les Romains ont initialement marginalisé le tir à l'arc en raison de valeurs culturelles et d'une doctrine militaire pratique qui s'était avérée fructueuse dans la guerre méditerranéenne. Lorsque des ennemis comme les Parthes ont démontré les limitations fatales d'une doctrine purement d'infanterie, les Romains se sont adaptés pragmatiquement et systématiquement. Ce qui a suivi n'a pas été un rejet, mais une intégration progressive et complète qui a finalement transformé l'identité militaire romaine elle-même. Passant de moins de 10% de la force militaire impériale, le tir à l'arc a évolué pour définir la culture militaire byzantine. Ce n'est pas une histoire de refus, mais d'évolution. Pas d'idéologie rigide, mais d'adaptation pragmatique. Plusieurs leçons plus générales émergent de cette transformation historique. Premièrement, les organisations militaires prospères doivent équilibrer tradition culturelle et efficacité pratique. Les valeurs culturelles façonnent la doctrine et l'identité militaire, mais la survie exige de s'adapter aux nouvelles menaces et technologies, même lorsque l'adaptation remet en question des traditions chéries. Les Romains n'ont jamais complètement abandonné leur emphase culturelle sur le courage et l'excellence martiale, mais ils ont reconnu que la virtus pouvait être démontrée par le tir à l'arc autant que par le maniement de l'épée. Deuxièmement, la défaite peut être plus éducative que la victoire. Cars, l'une des pires catastrophes militaires de Rome, est devenue le catalyseur de transformations qui ont finalement renforcé l'Empire. Les Romains ont appris de leurs défaites, ont étudié systématiquement les méthodes ennemies et ont incorporé les tactiques réussies sans orgueil déplacé. Troisièmement, la diversité peut être une source de force plutôt que de faiblesse. Le système auxiliaire multiculturel a exploité les compétences militaires de dizaines de peuples différents, créant des forces d'armes combinées plus capables que ce qu'une seule culture aurait pu produire. L'incitation à la citoyenneté qui a lié ces forces diverses à Rome représentait une ingénierie sociale sophistiquée que les organisations militaires modernes pourraient encore étudier avec profit,
L'innovation militaire nécessite des structures institutionnelles qui permettent une adaptation systématique. Le système auxiliaire d'Auguste n'a pas seulement embauché des soldats étrangers. Il a créé des voies pour la formation, la production d'équipements, l'intégration tactique et la progression de carrière qui ont institutionnalisé le tir à l'arc comme une capacité militaire permanente. Des commandants brillants individuels pouvaient improviser des solutions, mais un changement durable nécessitait des cadres institutionnels. Le transfert de technologie entre civilisations motive l'évolution militaire. L'arc composite a voyagé des steppes d'Asie centrale aux armées parthes, puis aux auxiliaires romains, puis à la cavalerie byzantine, s'améliorant à chaque étape grâce à des siècles de raffinement. La volonté de Rome d'adopter et d'améliorer la technologie militaire étrangère, des armes aux tactiques en passant par la structure des forces, a permis une évolution continue. Les organisations qui résistent à l'apprentissage de leurs adversaires finissent par perdre face à ces adversaires. Enfin, l'identité culturelle est plus flexible qu'on ne le suppose souvent. Les Romains n'ont pas cessé d'être romains lorsqu'ils ont adopté le tir à l'arc, les tactiques axées sur la cavalerie et la culture militaire orientale. Au lieu de cela, ils ont démontré que l'identité romaine était définie par l'efficacité pragmatique, la sophistication organisationnelle et la capacité d'adaptation plutôt que par des armes spécifiques ou des préférences tactiques. Avec le recul, du point de vue moderne, ces modèles restent pertinents. Les organisations militaires contemporaines sont confrontées à des défis similaires pour équilibrer tradition et innovation, identité culturelle et nécessité pratique. Les armées modernes apprennent de leurs adversaires, adoptent des technologies étrangères et intègrent des forces diverses dans des structures unifiées, tout comme Rome l'a fait. Les défis de la coordination des armes combinées, de l'adaptation des capacités aux menaces, du développement de structures institutionnelles qui permettent plutôt qu'entravent l'adaptation, ceux-ci restent aussi pertinents aujourd'hui qu'à l'époque antique. Les forces de coalition dans les opérations modernes sont confrontées à des défis d'intégration analogues aux auxiliaires multiculturels de Rome. Le transfert de technologies et l'adoption d'innovations ennemies continuent de motiver l'évolution militaire. L'équilibre entre le maintien d'une culture militaire distincte et l'adaptation aux nouvelles méthodes de guerre défie chaque établissement militaire moderne. Plus significativement encore, la transformation du tir à l'arc romain nous rappelle que même les doctrines militaires les plus prospères finissent par nécessiter une révision fondamentale. Ce qui fonctionne brillamment à une époque contre un ensemble d'ennemis peut s'avérer obsolète face à des adversaires différents ou à des conditions changeantes. Le conservatisme militaire, la tendance naturelle à s'appuyer sur des méthodes éprouvées et à résister au changement, doit être constamment équilibré par la nécessité d'adaptation. Aucune organisation, aucune doctrine, aucune technologie ne maintient une supériorité permanente. La seule constante est le changement, et la seule stratégie durable est de maintenir la flexibilité institutionnelle et la volonté culturelle de se transformer lorsque les circonstances l'exigent. Rome a survécu plus de 1000 ans à l'Est, en partie parce qu'elle a maintenu cette capacité d'adaptation. Lorsque l'Empire d'Occident est tombé face précisément au type de force de cavalerie mobile que Rome avait autrefois eu du mal à contrer, l'Empire d'Orient a survécu en devenant expert dans ces mêmes tactiques. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de l'évolution militaire romaine et de la transformation du tir à l'arc d'une spécialité marginale à une capacité centrale. J'espère que ce voyage à travers 7 siècles d'histoire militaire aura remis en question vos hypothèses sur la guerre romaine et révélé le pragmatisme sophistiqué qui caractérisait l'approche de Rome face aux défis militaires. L'histoire du tir à l'arc romain est finalement une histoire sur la manière dont les civilisations prospèrent s'adaptent pour survivre, comment la flexibilité culturelle permet un succès à long terme et comment même les traditions les plus chères
doivent parfois céder à la nécessité pratique. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie de la manière dont Rome a appris de ses défaites, incorporé les traditions militaires étrangères et finalement transformé toute son identité militaire, je serais ravi si vous donniez un like à cette vidéo et la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire militaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'évolution du tir à l'arc romain? Saviez-vous que les armées byzantines étaient devenues si axées sur la cavalerie et le tir à l'arc? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'explorations sur la manière dont les systèmes militaires antiques ont évolué, se sont adaptés et ont façonné les civilisations qui les employaient. La prochaine fois, nous examinerons d'autres innovations militaires romaines qui ont transformé la guerre antique. D'ici là, rappelez-vous que les civilisations les plus prospères de l'histoire n'étaient pas celles qui résistaient au changement, mais celles qui l'embrassaient lorsque la survie exigeait une transformation.